Bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes tous et toutes présentes pour nos femmes, encore otages aux mains du Hamas, depuis 174 jours. Le collectif 7 octobre accueille les femmes de Women United for Peace, du collectif No Silence, des femmes Azadi, des citadelles, de l'IAD et d'Agir ensemble pour ce premier tableau. Aliri, Noah, Karina, Agam, Chiri, Amit, Émilie, Carmel, Daniela, Romy, Nahama, Doron, Eden. Veuillez accepter, mesdames, notre plus grand pardon. Malgré notre peine, nous ne pourrons revenir sur le passé, mais croyez-nous, désormais notre souhait est déclaré. Nous nous lèverons jour après jour pour votre liberté. Veuillez accepter, mesdames, notre sincère compassion. Nous ferons tout pour dénoncer les supplices que vous subissez. Nous admirons et saluons votre courage de supporter leur non-respect de vos corps, de vos cœurs et de vos traits. Nous sommes sûrs que vous êtes fortes, que vous tenez malgré les faits. Sachez, mesdames, qu'ils n'avaient rien à vous reprocher. Ils étaient juste un peu enragés de votre liberté. Une liberté que j'espère vous continuerez à prôner, même si vous n'oublierez jamais ce qu'ils vous ont fait, parce que bien sûr, nous le savons, ils vous ont violé, agressé, mutilé, laminé, épuisé, pris en otage, mis dans une cage, ématé sans arrêt. Et oui, mesdames, ces messieurs-là ne sont que des embrigadés, élevés dans la haine de tout ce que l'on est. Voyez, mesdames, notre culture et liberté. Et pour des pensées arriérées, cela peut déranger. Sachez, mesdames, que vos enfants se battent pour vous récupérer, que ceux qui ont foi en l'humanité se lèvent pour vous retrouver. Ils font tout jour après jour pour vous voir rentrer. Ils se battent avec amour sans ne jamais rien lâcher. Sachez, mesdames, qu'il y a une chose, c'est que vous êtes aimés. Notre peuple n'oubliera jamais ce qu'ils vous ont fait. Veuillez accepter, mesdames, notre plus grand pardon. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous revoir dans vos maisons. Vous êtes nos mères, vous êtes nos femmes, vous êtes nos sœurs, vous êtes artistes, infirmières, étudiantes ou professeurs, vous êtes stylistes, vous êtes serveuses, vous reveniez d'un tour du monde, vous êtes celles que vous étiez et à jamais dans nos cœurs. Bravo.
Le 7 octobre 2023, le monde s'est infiltré, le monstrueux s'est infiltré. L'abominable a déferlé sur les kibboutz d'Israël et le festival Nova. Consternation mondiale, puis plus rien, ou si peu. La brutalité de l'attaque du territoire israélien par les terroristes du Hamas aurait pu inspirer une condamnation unanime et catégorique de l'horreur. Mais une grande partie du monde a choisi de pratiquer sans état d'âme la rhétorique du oui mais. Hiérarchiser les victimes comme s'il y avait une bonne ou une mauvaise victime. Les otages attendent à en mourir. Elles se dégradent. Ils se dégradent. Tout comme le monde de la réflexion, de la culture et de la vérité se dégrade face à l'impensable et à la monstruosité. Nous, femmes françaises, juives et d'autres confessions, nous nous sommes levés le 8 mars pour elles, dans la rue, lors de la marche en l'honneur de la Journée internationale du droit des femmes. Nous voulions simplement porter la voix de ces femmes israéliennes. Pourquoi fallait-il que des femmes nous invectivent, nous attaquent, nous diabolisent et qu'il faille que l'on nous exfiltre? Des femmes pseudo-féministes, endoctrinées à la haine du juif, en France, scandaient « sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes ». Et cela au lendemain des massacres. Comment peuvent-elles? Les femmes juives ne sont donc pas semblables face au viol? Et quel viol? Voilà que désormais de nombreuses associations féministes françaises affirment avoir été contraintes de nous accepter dans cette marche et de prétendre que nous instrumentalisons le féminisme au nom de notre sionisme. Faute de vouloir dénoncer les viols de ces femmes, elles confirment une nouvelle fois leur antisémitisme dégoulinant. Honte à elles. Honte à elles de ne pas s'insurger des violences et des vols avérés sur les femmes otages israéliennes. Honte à elles d'oser catégoriser et hiérarchiser ces violences. Honte à elles de ne pas considérer ces femmes juives comme elles considèrent les femmes de ce monde au nom de leur pseudo-féminisme déguisé. Honte à elles de contribuer à ce processus de déshumanisation ignoble. Cet antisémitisme féministe qui banalise « sale juive » est une ignominie. Je pense bien entendu ce soir à Hamid Soussana, ancienne otage du Hamas, qui a trouvé la force de s'exprimer sur les actes infâmes qu'elle a subis durant sa captivité. Des millions d'individus à travers le monde marchent aux côtés de l'innommable depuis ces derniers mois. Et leur haine abjecte et inculte trône sur les trottoirs des cités et des salles d'université à notre rencontre. Ceux et celles qui ont été secourus et sauvés parmi les nôtres de tout temps l'ont toujours été par ceux que l'on nomme les justes. C'est encore une fois à ces justes que ces mots s'adressent. Il est indispensable que leur voix, que leurs actes se joignent aux nôtres contre cette haine déversée et le peu de mobilisation auquel nous sommes confrontés. Aujourd'hui, encore et encore, nous devons rester debout, puissants, pour ces femmes et pour les otages. Nous implorons un front alimenté d'union, un soutien national et international. La situation à laquelle sont confrontés ces femmes et ces hommes n'est pas un fait divers. C'est le fruit de forces obscurantistes et barbares qui ont décidé qu'ils mettraient notre civilisation à genoux. Le terrorisme ne se rattache à aucun projet et n'a aucun avenir. Les vies civiles sont innocentes de part et d'autre, mais ne pas nous soutenir, c'est tomber dans le piège du mal à son paroxysme. Depuis le 7 octobre, chaque otage existe en nous et nous avons décidé, collectivement, qu'il n'y aurait ni fatalité, ni invisibilisation. Nous sommes peu, mais bien en marche. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir ce soir à nos côtés Émilie Fraiche. Bonsoir à toutes et à tous. Pour commencer,
Je voudrais remercier très chaleureusement le collectif 7 octobre de m'offrir ce soir l'espace de parole qui m'a été confisqué par Amnesty International sous la pression d'un ou de plusieurs artistes qui ont demandé à ce que je sois exclue d'une soirée qui devait avoir lieu en mars dernier au Théâtre du Châtelet et qui s'intitulait « We are Civilians ». L'objet de cet événement artistique était de se mobiliser pour toutes les victimes du conflit israélo-palestinien, quel que soit le point de vue des invités sur cette bière. Et c'est précisément cette diversité qui m'avait séduite dans cette invitation d'Amnesty, car la pluralité des opinions est au fondement même de la démocratie. Elle permet de penser contre soi-même, de préciser ou de nuancer son jugement, voire même d'en changer. Elle exige aussi le respect et la tolérance, deux valeurs sans lesquelles nous pouvons faire société. Et puis, on ne fait pas la paix avec ses amis. Aussi, en tant qu'artiste, je trouvais que de se tenir ensemble pour les civils, au-delà de nos divergences, était un signal fort envoyé à tous ceux qui ajoutent de la violence à la violence. Un signal qui disait tout simplement « nous pouvons nous parler ». J'avais écrit un texte sur une des otages du Hamas. Mais voilà, une personne au moins à l'affiche de cette soirée n'a pas voulu de moi. Il n'y a donc pas eu de soirée et le texte est resté dans mon tiroir. Cette ou ces personnes n'ont pas voulu de moi car j'avais écrit dans un tweet que je refusais d'employer le terme de génocide pour qualifier ce qu'il se passe aujourd'hui à Gaza. Oui, je réfute ce terme, car comme toute notion juridique, le crime de génocide doit être caractérisé par des éléments bien précis pour être avéré. Or, selon la Convention des Nations Unies de 1948, un génocide est caractérisé quand il y a une volonté planifiée par un État de détruire tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. À l'élément matériel doit donc obligatoirement s'ajouter un élément intentionnel qui a existé dans la destruction des Arméniens, des Juifs et des Tutsis, mais qui, selon l'ordonnance du 26 janvier 2024 de la Cour internationale de justice, qui a eu à se prononcer sur la question, n'est pas établi à l'encontre des Palestiniens, tout simplement parce qu'Israël n'avait pas planifié son intervention dans la bande de Gaza, dont elle s'était retirée depuis 2005. Israël n'a fait que répondre à une attaque sans précédent sur son territoire, à un pogrom qui a fait près de 1500 morts, à peu près 250 otages et des milliers de blessés. On peut penser que la réponse militaire israélienne est disproportionnée. On peut réclamer le cessez-le-feu immédiat en même temps que la libération des otages. On peut appeler au renversement d'un gouvernement d'extrême droite qui a violé le droit international en multipliant les colonies en Cisjordanie et qui n'a pas réussi à protéger les Israéliens sur leur propre territoire. On peut penser, comme dans toute guerre, que Tsahal a commis des crimes qu'il appartiendra à la justice internationale de déterminer. Mais utiliser le mot de génocide, c'est faire le jeu de cette organisation terroriste qu'est le Hamas et qui ne vaut pas mieux que Daesh. Utiliser le mot de génocide, c'est accuser Israël du pire crime qui soit, c'est le mettre au banc des nations dans le seul but de le délégitimer et, in fine, remettre son existence en question, voire pire, appeler à sa destruction, ce que font tous ceux qui chantent sans le savoir le slogan « Free Palestine, from the river to the sea ». Alors pour le coup, là oui, il y aurait un génocide, un deuxième génocide qui viserait à supprimer les Juifs de la surface de la Terre. Que Jean-Luc Mélenchon, 3 fois candidat à l'élection présidentielle, qui a capitalisé près de 8 millions de voix en 2022, fasse fi du droit international et choisisse d'utiliser le terme de génocide pour qualifier ce qu'il se passe à Gaza lors d'un meeting à Rion vendredi dernier, dans cette ville même où le juif Léon Blum et à travers lui la République ont été accusés par Pétain en février 1942 d'être les responsables du désastre de la France, doit être regardé comme le signe d'une dialectique qui a certes muté, mais dont la logique demeure inchangée, désigner un responsable à tous les maux que nous vivons. L'antisémitisme est un gène mutant, il s'adapte à chaque époque. Aussi, à la haine d'un peuple, s'est substituée la haine d'un État. Et si ce n'est peut-être plus au cri d'à mort les Juifs, quoique, mais à celui d'abat les sionistes que rassemblements et mobilisations s'organisent aujourd'hui partout dans le monde, le résultat est le même.
des étudiants, des femmes ou des artistes comme moi, en France, se voient mis au banc du groupe, privés d'amphi, de soirées, de manifestations, de liberté d'opinion et d'expression. Des citoyens français de confession juive sont livrés à la vindicte populaire par des députés de la nation et se retrouvent menacés de mort, obligés de vivre sous protection policière. Quand j'étais jeune adolescente, une question m'obsédait alors que j'écoutais ma grand-mère me raconter ce qu'elle avait vécu. Le port de l'étoile jaune, la dénonciation de son père, son emprisonnement à Drancy puis Pithiviers et sa déportation à Auschwitz où il sera assassiné à l'âge de 56 ans. Comment cela a été possible? Comment cela est arrivé? Avant qu'on vous foute dans des trains, il y a bien eu des signes, non? Des manifestations de haine, des discours violents, des boycotts. Oui, sans doute, semblait penser ma grand-mère les yeux perdus dans le vague, sans pour autant être capable de se souvenir des points de bascule. 30 ans plus tard, j'ai l'impression que l'actualité m'offre la réponse. Ça a commencé exactement comme ça, avec les fausses accusations, avec le massacre des mots, avec des mots qu'on éventre et qu'on dépaisse de leur sens comme on vide des proies de leur sang. Nazis, colons, apartheid, ségrégation, génocide, sionisme. Sait-on seulement ce que ces mots signifient? Et regarde-t-on la réalité à laquelle ils renvoient? Non, car la réalité n'a plus aucune espèce d'importance. Ce qui compte désormais, c'est que ces mots servent l'idéologie qu'on entend défendre. Et si pour cela, il faut en inventer de nouveaux, pas de problème, on s'y attellera. Tels les intersectionnels qui qualifient aujourd'hui le sionisme de fémonationalisme, afin de justifier leur acte kafkaïen, avoir viré des femmes d'une manifestation contre les violences faites aux femmes, simplement parce qu'elles entendaient dénoncer les viols et les actes de barbarie infligés par le Hamas à des victimes qui ne leur plaisaient pas, des femmes israéliennes. Le sionisme, un fémonationalisme, nous aurons tout entendu. Espérons malgré tout qu'un jour, ces idéologues prendront le temps d'ouvrir un livre d'histoire. Ils découvriront alors que le sionisme n'est rien d'autre que la forme juive de la dynamique d'autodétermination des peuples qui a traversé le 19 et le 20e siècle dont elle se réclame. Oui, ils apprendront que le sionisme est sans doute le plus abouti des projets décoloniaux et conscients de leurs bêtises, ils arrêteront d'utiliser la grammaire décoloniale pour l'attaquer, tout comme hier, ils utilisaient la grammaire anticapitaliste alors qu'Israël était un lieu de réalisation socialiste sans équivalent dans le monde. Ces réalisations socialistes, ce sont évidemment les kibbutz, ces villages collectivistes où toutes les ressources sont mises en commun et les récoltes partagées de manière égalitaire. Ce sont ces jardins d'Éden et leurs habitants, militants pour la paix, qui allaient chaque semaine à la rencontre de leurs voisins palestiniens et que les terroristes du Hamas ont massacrés le 7 octobre. Dans l'un de ces kibbutz, le kibbutz Oulit, il y avait une jeune fille dont je voulais parler à cette soirée pour Amnesty. Merci de me permettre de dire ici quelques mots sur elle. Elle s'appelle Aïcha. Elle a 16 ans, l'âge d'un de mes fils, celui de tous les rêves et de tous les espoirs. Et parmi les milliers de visages que ce conflit engloutit sous le poids des chiffres, c'est le sien qui m'a longtemps obsédé. Regard doux et sourcils parsemés, lèvres grenats, traits dessinés comme au fusain sous le bleu de son hijab, qui tout de suite m'a fait penser au bleu du fichu de la jeune fille à la perle, de Vermeer. Aïcha est aussi pauvre que cette Hollandaise du XVIIe siècle, mais avant la guerre, je suis sûre qu'elle n'en était pas moins riche de toute la beauté du monde. Chaque matin, venant aider son père et ses 2 frères au champ, elle la voyait se lever sur les plantations dont ils tiraient leur salaire. Et j'aime à croire qu'elle emplissait son âme d'une quiétude qui est, à l'échelle individuelle, l'autre nom de la paix. Dans les transports d'Île-de-France où tant de jeunes étudiantes lui ressemblent, je me demande souvent si cette beauté peut l'aider encore, dans l'état où elle se trouve à présent. On l'a dit chez son oncle, en sécurité. Mais comment être ailleurs en penser qu'à jamais là-bas, aux côtés de Youssef et Hamza, son père et son frère que les terroristes retiennent encore en otage. Elle connaît si bien leurs nuits sans sommeil, les bombes qui pleuvent,
l'obscurité perpétuelle qui font d'eux des aveugles, les privations, les coups, les humiliations, la faim, les brimades, et les heures qui s'étirent comme un puissant fond dans lequel ils n'en finissent pas de chuter. C'est peut-être cela, en réalité, l'enfer. Ce temps infini à attendre quoi? Personne ne sait. Sinon les bruits, les mouvements, les voix qui nourrissent la peur. Et la peur qui nourrit la folie, la violence. Alors pour les garder tranquilles, ces fous d'Allah leur ont donné un Coran. Quel était leur but? Leur rappeler qu'ils étaient des musulmans, mais pas de bons comme eux, de mauvais musulmans, d'être aussi des Israéliens, ce qui devait leur faire comprendre pourquoi ils resteraient des otages, des corps dont on pouvait disposer à sa guise, des vies qui ne valaient rien. Que vaut celle de son frère, qu'elle vient de découvrir il y a quelques semaines dans une vidéo, le visage ensanglanté et la silhouette cerclée de fusils d'assaut. Pour le Hamas, qui les considère comme pires que les Juifs, des traîtres, rien évidemment. Mais pour les autres, pour tous les autres qui à New York, à Londres, à Berlin, à Sydney, prient en direction de la Mecque, n'est-il pas un frère, un homme comme eux, riche des hadiths du prophète, et qui n'aspire qu'à être heureux là où il est né, au beau milieu du désert du Negev? Aïcha a été libérée le 30 novembre dernier, après 50 jours de captivité. Je ne sais pas si depuis son retour, elle a vu toutes ces vidéos de gens ignobles qui arrachaient les affiches des otages, qui déchiraient à main nue le visage du bébé Kfir, 9 mois quand il a été kidnappé, faisant de lui le plus jeune otage du monde. Mais si c'est le cas, je voudrais lui dire pardon. Pardon de n'avoir pas réussi à empêcher cette saloperie, car c'est comme si on privait son père et son frère du dernier pays où ils avaient le droit de vivre, le pays des otages. Il en reste 130 aux mains du Hamas, dont 3 de nos concitoyens. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être n'importe qui. Ne les oublions pas.